Michel, on se retrouve autour de vos voyages. Vous nous avez expliqué il y a quelques instants comment vous les conceviez, comment vous vous projetiez, comment vous viviez dans ces voyages. Alors, vous êtes allé un peu partout dans le monde. Est-ce que vous avez un point commun, une espèce de secteur des écosystèmes? Comment faire comprendre à ceux qui nous écoutent et ceux qui vous lisent ou vous liront, quels sont les points communs dans ces mondes des écosystèmes? Est-ce qu'il y a déjà un ensemble géographique qui se dessine? Alors ça c'est une très bonne question et c'est pas évident. C'est pas évident de trouver le point commun. Mais d'abord, il faut dire que effectivement, par la force des choses aussi, par les limites du temps et des moyens, on s'est concentré sur les points chauds les plus forts, les plus intenses de la planète. Et du coup, petit à petit, on a été ramené à l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Et à ce moment-là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à un livre que j'avais lu il y a fort longtemps, déjà il y a une quinzaine d'années, qui avait été fait par le président de McKinsey Japon, qui était un Japonais, et qui réfléchissait à la stratégie et qui disait, mais finalement, la triade, et il définissait la triade Amérique du Nord, Europe occidentale, Asie orientale, eh bien la triade, cette triade représente 80% du PNB de la planète. Donc si vous voulez faire une stratégie, si vous voulez lancer un produit au niveau planétaire, sachez que si vous vous focalisez sur ces trois espaces, et comme nous on avait un temps limité, comme je voulais avoir une logique, qui était la logique de ce ranking des points les plus chauds de la planète, ben, je me suis retrouvé dans la triade, et c'est assez logique quand on comprend que la triade, ben, c'est 80% du PNB de la planète, donc effectivement les points chauds essentiels sont là. Alors ça veut dire que nous n'avons pas vu l'Amérique du Sud, qu'on n'a pas vu l'Afrique, l'Europe de l'Est, l'Inde, le Moyen-Orient, et l'Océanie. Or, tous ces endroits sont extrêmement intéressants. Et je n'ai qu'une... je suis passionné à l'idée d'aller tous les explorer. Mais c'est vrai que, quand on en parlait déjà avec vous, l'Afrique en elle-même, c'est gigantesque. Bon, en tout cas, on s'est concentré sur la triade. Et la triade, là, on peut dire qu'on a vu des points communs. Et on pourrait même dire que pourquoi cette triade fait 80% du PNB? Ben, c'est parce qu'elle fonctionne très différemment de tous ces autres points qui ne fonctionnent pas, qui n'ont pas compris ces points clés. Comment est-ce qu'à partir d'un chiffre brut, très macro comme on dit maintenant, 80%, vous arrivez à un moyen, je dirais presque mnémotechnique, pour définir les caractéristiques de la triade? Alors, comment faire pour que celui qui vous écoute se dise « mais c'est vrai, ce qu'il me dit, c'est un point commun à tous ces pays, mais je ne les avais pas mis ensemble ». Voilà, alors ça va être un peu surprenant, parce que effectivement, nous, on est à l'intérieur de la triade, les Français, mais bizarrement, et on pourrait presque dire que c'est une sorte de paradoxe et c'est presque humoristique, on est devenu une île. L'Angleterre est complètement intégrée dans la triade, c'est la deuxième place financière de la planète, au cœur de cette triade évidemment, et il y a tout de même déjà un premier point commun qu'il faut souligner, c'est que la triade, c'est la domination de l'anglais. Tout le monde parle anglais. Et les Français, eux, souvent ne parlent pas anglais, ou parlent peu, ou parlent mal, et donc ils sont un peu moins intégrés, ce qui peut expliquer aussi une certaine partie de la difficulté française. Donc un premier point commun, c'est cette domination de l'anglais. Et cette domination de l'anglais fait que mes 8 points mémotechniques, que j'ai d'ailleurs à l'américaine, et d'ailleurs ils viennent d'américaine, enfin certains, l'idée m'est venue, en tout cas, de Harvard, tout simplement, avec toute simplicité, parce que la présidente, la directrice de la Harvard Business School, à un moment donné, avait lancé cette idée de 5 idées clés qui dominaient l'ensemble, qui étaient des forces essentielles à avoir compris pour s'intégrer dans le business. Il ne pensait pas à la triade, c'était le business. Et moi, j'ai retrouvé ce travail, j'étais allé l'écouter, et je me suis dit, mais c'est exactement ça. Et effectivement, on voit bien la domination des États-Unis dans ce sens-là, parce que c'est effectivement des idées clés américaines, mais qui ont diffusé sur cet ensemble de la triade. Alors, le premier point, c'est, qui est très surprenant, évidemment, qui est très surprenant parce que ça vous prend presque à la gorge, c'est la vitesse, fast. Alors évidemment, moi j'adore évidemment slow food, prendre son temps, etc. Mais là, on est confronté à une accélération. Et
Si vous voulez, je me rappelle, le premier jour où j'arrive à New York, ça c'était il y a longtemps, mais même encore maintenant, je suis toujours surpris. J'arrive avec mes bagages dans l'ascenseur, tout ça. La porte se rouvre à l'étage, je vais prendre mes bagages. Hop, la porte était déjà refermée, j'étais à l'étage. Oui. J'étais pas à la vitesse, si vous voulez. Et il y a des clivages qui sont liés à la vitesse. Il faut vivre vite, tout va vite, il faut saisir les opportunités vite. Alors je dis, on verra les dark side. On en parlera tout à l'heure, oui. Parce que Alors après, cette vitesse, elle est liée aussi à quelque chose, c'est focus. Oui. Focus, focalisé. C'est-à-dire que c'est des gens très focalisés. Quelqu'un me disait, ah, j'aimerais rencontrer un tel aux États-Unis, ça. Je lui dis, mais pourquoi? Bah, parce que j'aimerais parler de ça, de ça. Et puis c'était pas clair, c'était nébuleux. Oui. Un rendez-vous, tout est précis, clair, net. Il faut savoir où on veut aller. Opérationnel, professionnel. Voilà, du terme. Autre point, c'est un monde où tout change à toute vitesse. Tout évolue, tout se transforme. Pierre Giorgini parle de transition fulgurante. C'est vrai, le bon côté, c'est que vous avez beaucoup d'opportunités, c'est pour ça que tout le monde veut être là. Mais ça demande, pour saisir ces opportunités, certes d'être focalisé, d'être rapide, mais aussi d'être flexible. Oui, oui. D'être flexible, si vous voulez. Il faut savoir changer son point de vue, reprendre les choses d'une autre manière, etc. L'autre chose qui est plutôt sympathique, c'est que, si vous voulez, vous avez d'ailleurs des recherches, il y a eu à la fois une tendance vers ça pour des raisons presque viscérales, oui. naturelles, et puis aussi parce que ça a été pensé. Beaucoup de choses comme ça ont été pensées, en fait. On pourrait après dire tous les travaux académiques derrière chacun de ces F, si vous voulez. Mais on a découvert que pour apprendre, et pour apprendre rapidement, et pour travailler beaucoup, bah, c'est mieux d'être dans un environnement amusant. Oui. Donc il y a c'est le fun. Le fun, voilà, c'est ça. Donc si vous voulez, on est dans un univers, et c'est pas obligatoirement, on verra aussi là les dangers de ça. Vous êtes chez Google, par exemple, au lieu de cette triade, eh bien, il y a des petits vélos colorés, vous êtes dans un Luna Park, tout semble une sorte d'endroit, pas pour travailler, mais pour s'amuser. Même les bureaux sont sympas. Donc, dans Saga, ces points chauds, vous voyez cette dynamique où les gens s'amusent, tout le monde vous reçoit avec un grand sourire. Oui, qui est parfois un peu forcé. Mais ça ne veut pas dire que derrière, ils ne sont pas focus. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le même sens, et ça c'est un faux ami, c'est friendship. Oui. C'est un faux ami dans la mesure où c'est l'amitié en français, mais ce n'est pas du tout l'amitié à la française. Parce que l'amitié à la française, ça se construit. Oui. Je ne vais pas vous tutoyer immédiatement. Je ne suis pas votre ami du jour au lendemain. C'est plutôt la relation. Je vous construis. Oui. Tandis qu'on est dans un univers où, là aussi, c'est la théorie des jeux, etc. Vous avez intérêt à être ouvert, à créer des alliances. Après, vous voyez ce que ça donne. Mais c'est friendship. Friendship, ça veut dire aussi facile d'usage. On va, vous êtes accessible. Par exemple, dans ce monde, vous décrochez le téléphone, vous voulez parler à Bill Gates. Ok, pas de problème, on vous passe Bill Gates. Mais il faut être rapide. Mais il faut être. Alors là, vous avez même un rendez-vous avec Bill Gates, pas de problème. Simplement, le temps que vous posez vos valises, 5 minutes se sont passées. Vous avez 5 minutes pour parler, dire ce que vous avez à dire. Lui, il a 2 minutes pour vous répondre si ça l'intéresse pas ça. Et puis après, vous êtes étonné, parce que vous, en tant que Français, la réunion commence. Oui. Pas du tout. Là, il y a la secrétaire qui dit, bien sûr, monsieur, voilà, Bill Gates était très content de vous rencontrer. Bill Gates se lève et puis vous sentez que vous partez. Et vous dites, mais bon. Alors, dans ce monde rapide qu'est le nôtre, là, quels sont les autres F, puisque vous arrivez à mettre tout ça sur des termes qui... Alors, il y a aussi une notion très importante et qui a été longuement... Alors, on ne peut pas dire que... C'est bizarre, parce que ça, c'est peut-être pour ça que je l'ai gardé vers la fin. C'est fêlure, parce qu'on se dit, c'est pas fêlure, c'est pas une force. Oui. Fêlure... mais en fait, c'est un monde où on a le droit de faire des erreurs. Parce que tout le monde a compris, là aussi, c'est pareil, plein de travaux académiques qu'on fait dessus, c'est que dans un monde qui change très vite, si vous n'êtes pas hors de votre zone de professionnalisme, oui. hors de votre zone de savoir, si c'est facile pour vous, si vous ne faites aucune erreur parce que vous connaissez, oui. eh bien, c'est très très louche. C'est qu'en fait, vous restez dans la facilité du connu.
Oui, c'est ça. Et ça a été une très bonne manière de réussir dans le passé. Oui. Parce que le monde ne changeait pas tellement. Mais dans ce monde-là, c'est extrêmement dangereux. Donc, vous avez des banques américaines qui vous disent, voilà, vous êtes à votre combienième faillite? Ah, vous n'avez jamais fait de faillite? Ah, bon, alors ça, il faut que vous ayez fait 2-3 faillites. Parce que si vous avez fait 2-3 faillites, là, vous commencez à connaître ça le prouve business. Que vous êtes allé voir. Oui, vous êtes allé voir, vous avez pris des risques. Et en plus, alors là encore, c'est appuyé sur des recherches. On sait qu'au bout de 2-3 faillites, les gens qui réussissent en général, c'est qu'ils ont 2-3 faillites. Et là, ceux-là, ils ont un peu plus de probabilité. Ils ont déjà une certaine expérience, mais ils ne sont pas complètement usés. Bon, oui. Mais alors, ça, c'est très éloigné de certaines habitudes, notamment françaises. Et pour vous avoir entendu, il me semble qu'il y a un dernier point. Vous aviez hésité à l'appeler l'effet waouh, et je crois que vous avez trouvé le F de fantastique. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est très nouveau, ça n'existait pas. Fêlure et fantastique, ça n'existait pas. Ça n'existait pas du temps de la directrice de Harvard, qui était il y a une vingtaine d'années. Et c'est vrai que là, ce tour dans ces voyages, alors ça va peut-être avec fun, mais c'est autre chose. Si vous voulez, moi j'ai été impressionné parce que bon, la Chine est en train d'installer par an l'équivalent des TGV français, de tous les TGV français. Ouais. Elle projette d'organiser des lignes de TGV couvrant l'ensemble du monde. Transcontinental. Ouais. Fantastique. Enfin, je veux dire, on est sur des trucs gigantesques. Ouais. Vous avez la prochaine ordinateur pour faire les puces. L'usine, elle est en fabrication, qui va être prête dans 10 ans. Elle va avoir coûté entre 10 et 20 milliards de dollars, une usine. C'est hyper sophistiqué, etc. Vous avez l'impression, c'est des projets pharaoniques. Il faut penser très très grand. Les gens dans cet univers... C'est fantastique au sens de hors norme, hors norme. Quand vous pensez là au projet d'aller sur Mars, il prévoit Elon Musk, hop, envoyer 600 000 personnes sur Mars. Fantastique, si vous voulez, vous êtes complètement scotché. Alors quand vous arrivez en disant, bah voilà, moi je lance une petite industrie qui va faire des boulons... j'aimerais de l'argent pour... On se sent en décalage complet. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, il faut être extrêmement ambitieux. C'est un monde où tout est possible, très contrasté. Je crois que le bon côté, c'est que tout est possible. Je crois que c'est beaucoup plus qu'hier. Même quelqu'un de pauvre, même quelqu'un de la classe moyenne, même quelqu'un de riche peut tout perdre ou tout gagner. Voilà. Et dans un délai très court. Mais en même temps... il y a des ombres, et ça, peut-être, on en parlera dans une autre vidéo, parce que là, je crois qu'on arrive à... Non, mais c'est très intéressant, parce que vous avez insisté sur ce côté fascinant. On va voir aussi, il faut avoir une vue réaliste, et c'est aussi votre travail. Qu'est-ce qui se passe à côté? Est-ce que c'est un miroir aux alouettes, ou est-ce que c'est les deux faces d'un même personnage? Merci Michel, on se retrouve dans quelques minutes. Voilà, merci.